Zambie se déchire autour d'une réforme très controversée de sa constitution qui renforce les pouvoirs du président Edgar Lungu. Un débat sur la constitution qui intervient à moins de 2 ans des élections générales. Dans son discours lors de l'Assemblée générale des Nations unies, le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a affirmé que le peuple du Soudan veut commencer une nouvelle ère après sa révolution. Et puis au Burkina Faso, plusieurs personnes ont dû quitter leur village. Ils sont près de 300 000 déplacés qui ont fui les violences djihadistes dans le nord et l'est du pays. Ils vivent un calvaire après avoir fui ces violences. Voilà pour les titres, nous sommes le dimanche 29 septembre de l'an 2019. Bienvenue à tous. En Zambie, une réforme très controversée de la Constitution alimente la polémique depuis des semaines. Cible de critiques de l'opposition et de la société civile, le projet de Constitution doit être prochainement discuté à l'Assemblée nationale où le Front patriotique du président Edgar Lungu dispose d'une majorité absolue. S'il est voté en l'état, le nouveau texte va étendre les pouvoirs du président en matière de nomination des juges et des ministres, lui permettre de changer seul la carte électorale et de transférer de la Banque centrale au gouvernement la charge de contrôler sa politique monétaire. Des changements inquiétants au regard de nombreux observateurs qui pensent que ce test va creuser la tombe de la démocratie zambienne. En Tunisie, la principale force politique du Parlement, Ennahda, a appelé en début de week-end à faire barrage à la corruption. Ceci lors des élections législatives prévues au mois d'octobre prochain. Reportage. Reconnaissant qu'il sera difficile d'obtenir une majorité, le chef du parti d'inspiration islamiste Ennahda, Rachid Ghannouchi, lui-même candidat pour la première fois, a appelé à faire barrage à la corruption lors des législatives du 6 octobre prochain. Il est très difficile qu'un seul parti obtienne 51% des sièges à l'Assemblée. Si le peuple nous renouvelle sa confiance, nous gouvernerons avec les forces révolutionnaires qui ne sont pas suspectées de corruption, car le but essentiel de cette période électorale est de faire barrage à la corruption. Devant la presse ce vendredi, Rachid Ghannouchi a estimé que les législatives devraient consacrer Ennahda au coude à coude avec Kalb Tounès, le parti de l'homme d'affaires Nabil Karoui, soupçonné de blanchiment. Ce dernier s'est qualifié de son côté au second tour de la présidentielle au détriment du candidat d'Ennahda. Soulignant la grande expérience de son parti qui était pendant 5 ans membre de la coalition au pouvoir, Rachid Ghannouchi a martelé qu'aucun de leurs représentants n'est accusé de corruption. Rachid Ghannouchi a néanmoins réitéré ce vendredi son opposition à toute modification de la Constitution de 2014, fruit d'un délicat compromis. Après les législatives du 6 octobre, les 7 millions d'électeurs tunisiens seront à nouveau appelés à voter, très probablement le 13 octobre, pour choisir leur président. Dans son discours prononcé lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a affirmé que le peuple du Soudan veut commencer une nouvelle ère, de quoi tourner la page après la révolution qui a destitué Omar el-Béchir. Le grand peuple du Soudan s'est révolté pour restaurer les valeurs de la coexistence entre humains et la cohésion sociale au Soudan et pour mettre fin à 3 décennies d'oppression, de discrimination et de querelles. Ils ont voulu commencer un nouveau chapitre de leur histoire, écrit avec leur sang, leur sueur et le sacrifice des leurs. Le peuple du Soudan veut commencer une nouvelle ère, différente de celle des 3 dernières décennies, tendant la main à tous nos voisins et au monde, guidés par les principes d'humanité et par notre sagesse. Nous sommes attachés aux principes du droit international, du droit humanitaire international, afin d'éliminer les discriminations, l'exploitation, l'injustice et les inégalités.
Nous appelons la communauté internationale et tous les membres des Nations Unies à l'esprit ouvert à contribuer avec nous à construire un nouveau monde. Un monde de prospérité, de paix et d'amour entre les nations du monde, dans la droite ligne du slogan de notre révolution, liberté, paix et justice. En bref, au Burkina Faso, des individus armés ont attaqué ce samedi le village de Komsilga dans la commune de Zintanga, tuant 8 personnes parmi les populations. Les assaillants ont également incendié des boutiques ainsi que des engins à 2 roues. L'attaque a été lancée par une vingtaine d'hommes venus sur des motocyclettes. Un habitant du village attaqué est porté disparu, enlevé par les assaillants. Le Burkina Faso, faut-il le rappeler, est pris depuis 4 ans et demi dans une spirale de violence attribuée à des groupes armés djihadistes. Lundi, 9 civils avaient déjà été tués dans 2 attaques à Pichelet et Boulkiba, 2 localités situées dans la même province du Baham. Restons au Burkina Faso où plusieurs personnes ont dû quitter leur village. Ils sont près de 300 000 déplacés qui ont fui les violences djihadistes dans le nord et l'est du pays. Ils disent avoir tout perdu, mais pour eux, mieux vaut être vivant en déplacement que de rester et mourir sur place. À travers ce reportage, nous allons découvrir une famille de 43 personnes qui vit un calvaire après avoir fui les violences djihadistes. Reportage. Cela fait 3 mois qu'ils ont fui leur foyer. La famille Belém a quitté son village à 70 km de Djibo, dans le nord du Burkina Faso, à cause de l'insécurité dans la région. Agriculteur de 74 ans, Bourema a emmené avec lui les 42 membres de sa famille. Les assaillants prenaient tout le monde pour cible. Ils pillaient notre bétail et nos biens. Nous étions donc contraints à partir. Ils font partie des 300 000 déplacés internes en raison des violences djihadistes dans le nord et l'est du pays. Le Burkina Faso, petit pays pauvre d'Afrique de l'Ouest, est pris depuis 4 ans et demi dans une spirale d'attaques attribuée à des groupes armés. Ces attaques, de plus en plus fréquentes et meurtrières, ont fait plus de 570 morts depuis début 2015. Ils s'en prenaient à tout le monde, ceux qu'ils appellent mécréants. Parmi ces victimes, il y a les musulmans, les protestants, les catholiques, bref, personne n'était épargné. Il fallait donc fuir pour sauver sa vie. Après 2 jours de voyage, la famille a trouvé refuge par hasard à Yagma, un village en périphérie de Ouagadougou. Ils occupent des maisons mises à disposition gratuitement par les villageois. La vie est nettement meilleure ici, c'est paisible. Là où on était, on ne pouvait pas fermer l'œil de la nuit parce qu'il pouvait arriver à tout moment. On était obligés de veiller, même les enfants. Bien qu'ils ne se sentent plus menacés, sans bétail ni terre à cultiver, ils peinent à subvenir à leurs besoins. Si les conditions de paix et de sécurité reviennent, ils souhaiteraient retourner un jour dans leur village natal. En Angola, le prince Harry honore le travail de sa mère Diana, ceci en marchant dans une rue construite sur un ancien champ de mines antipersonnel où la princesse de Galles s'était rendue peu avant sa mort en 1997. Voici les images. Comme le fut sa mère, le prince Harry marche dans une rue construite sur un ancien champ de mines antipersonnel en Angola. Harry honore ainsi le travail de Lady Diana. Ce prince, qui est le 6e dans l'ordre de succession au trône d'Angleterre, a déclaré que c'est avec émotion qu'il a fait cet exercice dans cette rue, désormais baptisée Princesse Diana. Quelques mois après sa visite en Angola, la princesse de Galles était décédée dans un accident de voiture à Paris en 1997. Harry était alors âgé de 12 ans. Aujourd'hui, du haut de ses 35 ans, il plaide pour la consignation des armes dans les livres d'histoire une bonne fois pour toutes. Notons que la journée de vendredi est l'un des temps forts de la visite de 10 jours en Afrique australe du prince Harry, une tournée qu'il a déjà conduite en Afrique du Sud et au Botswana.
La sécurité routière au Togo préoccupe les autorités. Le taux élevé de mortalité des usagers de la route observé au premier trimestre de cette année 2019 a incité le ministre en charge de la sécurité publique à prendre la décision de l'obligation de possession de permis de conduire par des motocyclistes dans le pays. Une décision saluée, mais dont le délai avant toute répression est jugé trop court. C'est un reportage de Ferdinand Gadet. 350 usagers de la route sont morts par accident de circulation au Togo au premier semestre de cette année 2019, selon le ministre de la Sécurité publique qui attribue ce taux élevé de décès au non-respect du code de la route. Le constat, c'est que beaucoup d'usagers de la route ne passent pas le permis de conduire. Parce que le permis de conduire, c'est connaître le code de la route. Et beaucoup d'accidents, c'est parce que l'intéressé ou l'usager ne connaît pas le code de la route. Donc, nous avons donné jusqu'à fin septembre, que chaque usager de la route fasse un effort pour passer le permis de conduire. Les services techniques sont là pour organiser même des séances extraordinaires ou des séances foraines. Cette décision prise mi-août dernier qui donne un délai d'1 mois pour se mettre à jour est diversement appréciée par certains conducteurs de moto. Cette décision est salutaire, mais je vois que le délai donné est très court. C'est un travail qui devait se faire d'abord en amont, c'est-à-dire sensibiliser la population au niveau de ce genre de choses. Certains n'ont pas la naissance, la carte d'identité. Ceux qui n'ont pas la naissance, leur donner un délai. Ceux qui ont la naissance, ils n'ont pas la carte d'identité, leur donner encore un délai. Mais le délai très court, c'est ça qui a fait que la plupart d'entre nous ne sont pas du tout contents. C'est les conditions dans lesquelles nous allons faire ces permis-là qui causent problème aux motocyclistes. D'abord, on nous dit d'aller vers les auto-écoles. Ils n'ont pas réglementé un prix unique au niveau des auto-écoles pour que lorsqu'un motocycliste quitte pour aller se faire former au niveau d'une auto-école, qu'ils sachent que c'est à ce coût que me revient la formation au niveau du code avant d'aller passer le permis, qu'ils disent que ça fait 5 500 francs. Donc nous, quand ils ont dit ça premièrement, nous sommes allés vers les auto-écoles. Tu arrives au niveau d'une auto-école, ils peuvent te dire 65 000 francs. D'autres peuvent te dire 70 000 francs. D'autres peuvent te dire 35 000 francs. Or, eux-mêmes, ils connaissent le niveau de vie de la population. Nous n'avons pas assez de moyens. Si on avait ces moyens, est-ce qu'on va sortir encore rester sur la moto pour conduire? Dans la première semaine du mois de septembre, déjà, des séances foraines de délivrance d'actes de naissance et du certificat de nationalité sont organisées pour satisfaire aux demandes des citoyens togolais. Mais des voix s'élèvent dans les rangs de certains syndicats des conducteurs de moto pour demander la prolongation du délai d'1 mois à 6 mois moratoire pour disposer du permis de conduire catégorie A avant la répression. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.